La spondylarthrite ankylosante. Alors, comme prérequis, pour suivre cette capsule, nous vous conseillons de suivre les tests cliniques des sacroiliacs qu'il faudra mettre en lien avec les capsules qui portent sur le syndrome inflammatoire. Il faudra maîtriser les connaissances au sujet de cette maladie, la spondylarthrite ankylosante, et la sémiologie correspondante. La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de cause inconnue qui appartient au groupe des spondylarthropathies. La spondylarthrite ankylosante est caractérisée par une atteinte du squelette axial, donc rachis et sacroiliac, qui conduit progressivement à une ankylose. Sur le plan clinique, elle se manifeste par un syndrome qu'on appelle pelvis rachidien prédominant. L'atteinte sacroiliaque radiologique est la sacroïlite. La sacroïlite est un critère indispensable pour porter le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Cependant, la sacroïlite radiologique ne survient que très tardivement, en moyenne 7 ans après le début des symptômes. Donc c'est ça qui justifie l'intérêt de techniques d'imagerie telles que l'IRM. Le syndrome pelvis rachidien prédominant, qui est présent dans d'autres poly de spondylarthropathie, donc il faut savoir que il s'agit d'un syndrome axial qui traduit l'inflammation des anthèses, du rachis, et des sacroiliacs. Les anthèses sont les insertions osseuses des tendons et des ligaments, des capsules et des fascias. Les dorsolombalgies inflammatoires, donc il s'agit de dorsolombalgies présentes depuis au moins 3 mois, qui seront donc d'horaires inflammatoires, de réveil nocturne, dérouillage matinal de plus de 30 minutes, et ces douleurs donc, seront aggravées par le repos, mais céderont à l'activité physique. Elles débutent habituellement au niveau de la charnière thoracolombaire, puis elles s'étendent de façon descendante puis ascendante. L'examen clinique montre une raideur axiale, puis une ankylose rachidienne, dont l'un des premiers signes, cette ankylose rachidienne, est la disparition de la lordose lombaire physiologique, que vous pourrez évaluer avec la distance L3 par rapport au mur. Alors l'épigalgie, ça veut dire en fait douleur au niveau des fesses. La sacroïlite se traduit par l'apparition donc de pygalgie, de douleur dans la fesse, d'horaires le plus souvent inflammatoires. La douleur fessière est soit unilatérale, soit bilatérale, soit à bascule. Cette pygalgie, ou fessalgie aussi, on retrouve aussi cette terminologie, laisse penser à une sciatalgie tronquée, mais c'est une douleur en pleine fesse qui irradie parfois au-dessous du pli fessier. Elle n'a aucun caractère neurogène, il n'y a pas de dysesthésie, il n'y a pas de paroxysme douloureux, ni de tragédie radiculaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'irradiation complète au membre inférieur, et on n'a pas non plus de signes neurologiques objectifs associés. Cette pygalgie peut être déclenchée par les manœuvres de cisaillement des sacroiliacs que l'on a abordé dans une autre capsule. Alors, on peut avoir aussi une atteinte de la paroi thoracique antérieure, donc l'atteinte des articulations sternoclaviculaires et manubriosternales peut accompagner les manifestations axiales de la maladie. Dans certaines formes sévères, l'évolution peut se faire vers une ankylose rachidienne complète par ossification des anthèses. L'atteinte rhumatismale périphérique est présente dans 50% des cas. La manifestation extra-rhumatismale la plus fréquente est l'uvéite antérieure aiguë. Elle est présente dans 10 à 30% des cas et elle est parfois révélatrice et elle évolue de façon indépendante de l'atteinte rhumatismale. L'évolution, qui peut être chronique, de la spondylarthrite ankylosante, se fait par poussées, qui sont plus ou moins interrompues par des périodes de rémission, sur une période de 10 à 20 ans, et qui est à l'origine d'un handicap fonctionnel important dans les formes sévères. On peut avoir des complications possibles donc à long terme.